débat, mais c'est juste peut-être demander à Mauricio donc, le regard un peu extérieur par rapport à des choses qu'on vient d'évoquer, ou voilà, sur comment ta perception très rapidement de ce travail de publication, d'édition que nous menons. Je n'ai pas fait une recherche judicieuse sur ce point. Je trouve que, enfin, de mon point de vue, la revue a beaucoup progressé ici en France. C'est l'impression que j'ai. Mais j'ai peur que la revue en Amérique latine et aux États-Unis manque un peu de visibilité. Et ça, c'est à cause de la langue. Il y a 40 ans, le français était très important en Amérique latine. Et les gens avaient le français presque comme leur deuxième langue. Mais maintenant, le français a beaucoup perdu et l'anglais. C'est pas seulement la langue. La langue est attachée au fait que les étudiants en Amérique latine, il y a seulement une partie qui vient ici pour étudier, mais la grosse partie va aux États-Unis et étudie en anglais. Et ça détermine pas seulement sa formation, mais le type de livres qu'il lit, etc. Donc je trouve que c'est un grand travail évidemment d'utiliser l'anglais, mais ça c'est nécessaire. Je crois que si on veut élargir l'influence de la revue internationalement, aujourd'hui c'est indispensable de publier en anglais. Je ne sais pas si toute la revue ou une partie de la revue, ça c'est quelque chose qu'on doit en discuter. Et la page, le site doit aussi avoir la possibilité de passer du français à l'anglais avec un bouton comme la plupart des sites académiques aujourd'hui qui se trouvent en Amérique latine ou ailleurs. Et évidemment, ça double le travail et ça complique les choses. Mais c'est indispensable. Évidemment, la revue reste un objet de consultation important pour pas mal de scholars, de professeurs aux États-Unis et en Amérique latine, qui ont été formés dans la tradition francophone et qui lisent couramment le français, qui reçoit la revue. Mais ce groupe, c'est d'abord un groupe de gens qui ne sont pas très jeunes, et qui appartient à ma génération plutôt. Et ça, c'est un point de préoccupation parce qu'il faut toucher les gens. Et particulièrement, je crois, les gens qui vont étudier aux États-Unis. Et c'est un point sur lequel j'ai beaucoup insisté en Amérique latine et aux États-Unis aussi. C'est surtout les étudiants qui font un doctorat, les étudiants latino-américains. J'étais à Buenos Aires récemment et j'ai trouvé pas mal d'étudiants qui sont allés faire un doctorat aux États-Unis pour devenir professeurs dans une université à Buenos Aires ou au Mexique, à Bogota, etc. Évidemment, il reste avec cette idée, je veux dire, un peu impérialiste. Je n'ai pas peur d'utiliser le mot, de croire que l'anglais est la seule langue possible où on publie des choses importantes et qu'on ne fait rien ailleurs. Et ça, il faut changer cette idée. Cette possibilité d'avoir un contraste ou une comparaison entre ce qui est publié en anglais et la perspective européenne qui n'est pas toujours publiée en anglais, c'est fondamental. Et on parvient à donner ce contraste et cette deuxième perspective beaucoup plus facilement si on a un site dans lequel il y a la possibilité de passer du français à l'anglais. Donc je trouve que ça c'est fondamental.
si on veut avoir une influence chez les jeunes, les profs qui commencent maintenant, qui s'intéressent vraiment au rapport droit et société et qui peuvent trouver dans la revue Droit et Société vraiment une perspective différente de la perspective Law and Society. Jacques le sait très bien et Laurence, je suis assez critique de pas mal de choses qui se font dans la Law and Society. Et je trouve que la perspective française, la perspective européenne, peut aider à développer cette critique tout en sachant qu'il y a des choses très importantes qui se font dans la revue Droit et Société, dans la Law and Society. Donc, cette idée d'avoir deux visions sur le droit et société, sur le rapport droit politique et société, c'est fondamental. Et pour ça, l'anglais est très important. Oui. Juste parce que moi, il faut vraiment laisser la parole aux autres collègues qui sont présents. Très vite sur cette question, c'est un vrai... Enfin, on a la préoccupation. J'ai le sentiment qu'à la fois, il y a une forte internationalisation, comment dirais-je, une sensibilité internationale beaucoup plus forte dans les contributeurs, enfin les concepteurs de la revue, des publications d'ouvrages et les auteurs qui sollicitent le savoir international. Et on a une sorte de plafond de verre maintenant qui est comment cette vision qu'on a très internationale, qu'on a complètement intégrée du point de vue en tant que concepteur-auteur, elle puisse être diffusée, transmise, appropriée dans les milieux notamment anglophones ou qui sont sous influence anglophone. Et c'est un vrai problème, surtout pour comme je l'ai dit au début, la revue avait une vision très internationale. Et elle reste d'une certaine façon, il y a plus d'abonnements d'institutions étrangères que d'institutions françaises. Le nombre d'abonnés est plus important à l'étranger qu'en France, dans la revue. Et puis on a des indicateurs, on voit bien comment ça réagit très fort quand on a rédigé ce manifeste pour le 30e anniversaire. On a fait une version anglaise et une version espagnole, oui, une version espagnole je crois, oui. On a eu 55 revues dans le monde qui ont répondu, c'est-à-dire qu'ils se sont associés à ce manifeste et qui ont, pour certaines d'entre elles, publié le manifeste. C'est-à-dire que si on se donne les moyens, effectivement, de communiquer, notamment en traduisant, il y a une réceptivité extrêmement forte de la part des milieux qui sont hispanophones ou a fortiori anglophones. Donc c'est un vrai problème. C'est maintenant devenu une sorte de rituel dans nos réunions. On évoque cette question-là. Le problème, c'est un problème de moyens, mais on est sensible. On y est très sensible. Moi, j'ai le sentiment, là, on a une sorte de plafond de verre. Comment on va pouvoir le transpercer? Alors, merci Jacques. On va peut-être ouvrir la discussion un petit peu. Donc, Claire, peut-être, tu veux intervenir sur cette question d'internationalisation, parce que j'ai vécu quelque chose de très traumatisant récemment. Je suis allée en Allemagne pendant une semaine à l'Institut Max Planck pour travailler sur une HDR qui ne porte pas pardonnez-moi, sur les rapports entre droit et politique, mais sur les rapports entre religion et politique. Évidemment, il y a une réflexion sur le droit. Et j'ai vraiment vécu ça comme un choc terrible. C'est un institut qui est dédié à la question de l'étude du fait religieux dans ses rapports à la société et aux politiques, qui est une très très belle bibliothèque. Il n'y avait pas un titre, quasiment pas un titre en français. Et ça m'a vraiment, alors que ce sont des Allemands, je travaille beaucoup avec Matthias Koenig, qui est parfaitement francophone, qui vient régulièrement en France, qui est très soucieux d'une relation avec la France et qui valorise beaucoup cela. Il n'y avait pas un livre, enfin quasiment pas un livre en français. Et c'est vrai que ça, immédiatement, ça pose toute une question, parce que quand on commence à s'interroger et à se dire, bon, ça serait peut-être pas mal de publier quelque chose en anglais, on s'aperçoit tout de suite que publier quelque chose en anglais, c'est pas simplement traduire un livre qu'on a écrit en français en anglais. C'est le repositionner en fonction de critères, en fonction de standards, qui nous impose aussi de passer sous les fourches codines d'un certain impérialisme scientifique anglo-saxon. Parce que, d'après sur la question, et ça c'est une question qui a été soulevée à Droit et Société, sur la politique qui a été mise en œuvre dans Sociologie du travail, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a
il y a plusieurs revues, la revue française de sciences politiques aussi, qui publie des textes et qui traduit des textes ou des numéros en anglais. Toute la question qui se pose, c'est de savoir si cette politique qui vise à prendre un texte a été écrit pour un public. Et en fait, c'est vrai qu'on n'écrit pas de la même façon selon les publics auxquels on s'adresse. Et je me demande, je m'interroge moi sur l'utilité de cette traduction directe. Il faudrait presque redemander aux auteurs de réajuster l'article. Voilà. Mais enfin, ce sur quoi je voulais insister là-dessus, c'était, enfin, à travers ça, c'est justement sur cette... C'est pas simplement le changement de langue, quoi. C'est un changement d'état d'esprit, c'est raboter la finesse aussi empirique de nos travaux. Enfin, je trouve que c'est très compliqué. Et je voulais juste poser une question à Maurizio sur ce que tu disais sur la difficulté, enfin, ton côté un peu critique par rapport à la Law and Society Review. Moi, ça m'intéresserait de savoir comment tu positionnes les deux revues l'une par rapport à l'autre. Quelle revue, là? Law and Society? Et encore une fois, je crois que c'est un problème des langues. Quand je suis venu étudier en France il y a 35 ans, le français était dans les sciences sociales et même en droit en Amérique latine, la langue dominante presque. Et elle avait été comme ça depuis des décennies. Et les Français avaient du mal à traduire des textes de l'anglais. Je me souviens la difficulté que j'ai eue pour avoir le texte de John Rawls sur la justice, qui a été publié en français, je ne sais pas, 20 ans plus tard. J'ai dû lire le livre en italien, parce que je n'avais pas trouvé le texte en anglais. Et maintenant, on se trouve dans la situation inverse. C'est l'anglais qui est comme ça. C'est l'anglais qui a un certain mépris pour tout ce qui est publié. C'est-à-dire, ce sont des gens, les professeurs, les académiques, les gens qui sont dans le milieu académique aux États-Unis considèrent que si quelque chose est important, et si quelque chose est publié dans une autre langue, et ça vaut la peine, ça sera traduit un jour. Mais donc personne ne fait l'effort, très peu font l'effort pour d'abord pour apprendre une autre langue et pour lire dans une autre langue. Et ça, c'est les personnes qui sont déjà mûres dans le monde académique. Et pour les gens, c'est pareil. Les étudiants les étudiants latino-américains qui vont aux États-Unis ont une perspective assez pareille, une certaine arrogance à l'égard d'autres publications. Alors, en ce qui concerne la revue Law and Society, c'est une revue plutôt en ligne maintenant, qui se lit surtout en ligne. Même la plupart des gens qui sont abonnés en ligne. Et ça, disons, il y a un phénomène aussi structurel. C'est que aux États-Unis, presque tout, dans le milieu académique, presque tout est publié en ligne. Par exemple, toutes les revues sont en ligne, en texte complet, dans toutes les bibliothèques. Évidemment, le marché est beaucoup plus grand et les compagnies qui font ça ont intérêt, ont un marché qui est profitable et qui est beaucoup plus facile à faire. Le marché français, c'est plus réduit, donc l'intérêt économique est moindre. Donc la revue Droit et Société est très lue. Je crois ce qu'il faut voir, c'est combien de gens ont déchargé, téléchargé les textes et combien de gens ont ouvert la page. Ça, c'est la mesure, c'est la manière de mesurer le nombre de lecteurs. Je ne sais pas si dans la revue Droit et Société, et vous faites ça, parce qu'on peut aussi savoir où est-ce que les textes ont été
télécharger, d'abord en vue et puis télécharger. Et comme ça, on peut mesurer les nombres de lecteurs. Et on peut faire cette mesure dans le temps. Combien, si ça progresse, ou ça descend, ou quoi. Ça, ce sont des analyses qui sont très importantes à faire. Et je crois que la revue, la Law Society Review, c'est une revue beaucoup plus grande, l'influence est énorme. Comme la Law Society a une influence énorme. Et je vois seulement l'influence de la revue Law Society en Amérique latine et l'influence de la revue Droit et Société en Amérique latine. C'est très difficile. Enfin, la comparaison, disons, le contraste est énorme. La revue Droit et Société a une influence, mais comme je disais tout à l'heure, très focalisée, très concentrée dans certains milieux des gens qui lisent le français. Autrement, il n'y a pas d'influence. Donc là-dessus, il faut faire un effort. Et je trouve, si on veut élargir l'influence de la revue. Évidemment, publier en espagnol, ça serait aussi important, mais ça, c'est pas nécessaire. La plupart des gens qui s'intéressent aux questions de droit politique et société peuvent lire l'anglais. Ça c'est le pas indispensable, c'est à franchir, c'est publier en anglais. Je ne dis pas qu'il faut tout publier en anglais, mais il faut choisir au moins des parties qui peuvent être publiées. Et il me semble avoir compris aussi dans ton propos que tu étais un peu dubitatif sur le positionnement éditorial de la revue Law and Society. Donc est-ce que c'est j'ai mal compris? Non, c'est-à-dire comment tu positionnes les deux philosophies éditoriales de Droit et Société et de la Law and Society Review? Non, je parlais plutôt de la Law and Society en général comme mouvement qui aujourd'hui est très éclaté dans différents groupes qui essayent chacun de se positionner. Aux États-Unis, le monde académique fonctionne un peu comme le business. Donc, si un groupe de gens, si un groupe de gens veut être plus visible, la meilleure stratégie, c'est de créer un nouveau groupe avec un nouveau label, avec un nouveau, peut-être une revue. Donc il y a un éclatement des perspectives à l'intérieur de la Law and Society aux États-Unis. C'est pas comme dans les années 80, Jacques, qu'on pouvait dire quelle était l'idée centrale de la Law and Society, ou quel était le but, ou disons, la perspective principale du mouvement. Aujourd'hui, c'est presque impossible. Enfin, tous ces groupes partagent l'idée qu'il faut vraiment étudier le droit en rapport avec la société, pas toujours en rapport avec les politiques, mais la manière de le faire, les méthodes, etc., ça change. Donc j'ai une perspective critique à l'égard du mouvement en général et des groupes en particulier la Law and Society. On parlait hier avec Susan Silby qui a participé dans le séminaire d'Eliora Israël, et on a eu une conversation assez franche. Elle-même est très critique à l'égard de, disons, l'histoire de la legal consciousness. Et elle essaye avec Patricia Ewick de alimenter ou de refaire l'idée centrale de la legal consciousness. Ce qui est un avantage aussi. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit reproduire ici en France et en Amérique latine. Ça, c'est un avantage énorme des professeurs aux États-Unis, c'est sa capacité de réflexivité, c'est-à-dire de revenir en arrière, de faire leur histoire, de se positionner eux-mêmes à l'égard de leur propre histoire et
et de faire avancer, de faire l'histoire du mouvement. Aujourd'hui, Pierre disait que, et ça c'est typique dans les facs de droit, chacun écrit, il y a peu de travail collectif, chacun écrit, a le droit d'être, il considère, chaque personne, chaque auteur considère qu'il a le droit, après avoir passé l'agrégation, je sais pas, d'être publié sans être revu ou confronté à d'autres visions. Et c'est pas seulement ça, c'est le fait que le travail collectif est très faible. Et ça, c'est quelque chose que je crois c'est fondamental pour la revue Droit et Société. Plus de travail collectif et plus de réflexivité. Faire notre histoire, notre propre histoire. Et essayer de réfléchir sur les évolutions, les changements, les contradictions, les groupes à l'intérieur des droits et sociétés qui sont différents. Et ne pas avoir peur d'identifier ces groupes et les tensions à l'intérieur et parler ouvertement de ces tensions. On devrait continuer cette analyse des méthodes, des différentes perspectives entre les juristes et les sociologues à propos des méthodes. Il ne faut pas laisser les choses mourir à ce point-là. Il faut continuer. C'est normal qu'il y ait des contradictions et des tensions, mais il faut faire toujours l'analyse en arrière et voir ce qui s'est passé avant. À mon avis. Bien, je sais pas. Annette, peut-être, tu veux intervenir? Noé? Oui, simplement pour déjà remercier de ta présentation, Jacques, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de très intéressant à mettre tout de suite en miroir comme ça, ce numéro de 85 et puis ce qu'est la revue aujourd'hui, et en particulier les indications que tu as données, je les ai trouvées particulièrement éclairantes sur l'origine du titre, qui d'emblée, je crois, quand même situe la revue quelque part, on ne sait pas bien où, quelque chose de tout à fait insaisissable qui en fait quelque chose de tout à fait novateur, parce que, Pierre Bonnet l'a dit, il y a quand même un pied de nez quand même incroyable de reprendre ce titre de 1926, revue internationale de la théorie du droit, c'était le titre de 1926, et puis d'y ajouter un rebours de tout, et de sociologie juridique, et c'est pour ça que vous disiez sans doute quels hommes là se retourneraient dans sa tombe. Il y a une ambition presque folle finalement de s'inscrire dans cette lignée-là, et puis en même temps de tuer tout de suite le père de manière aussi radicale en y ajoutant cela. Et puis il y a également quelque chose de radical à prendre en même temps le titre de Droit et Société, donc de s'inscrire malgré tout dans la lignée de la Law and Society, et en même temps de se placer ailleurs. Quand on voit la composition du premier numéro, enfin le contenu du premier numéro, on est sur des préoccupations qui sont très différentes, avec effectivement ce dossier de Michel Tropper en particulier. Donc à nouveau, on se met dans une filiation, en même temps tout de suite on tue le père Law and Society ou la mère Law and Society. Et donc il y a quand même quelque chose de très fort, enfin qui pour moi qui n'y connaît rien à cette histoire-là, interroge d'emblée. Qu'est-ce qui s'est passé ne serait-ce que dans ce choix de cet intitulé. Puis autre chose qui m'a marqué, s'agissant de ce premier numéro, c'est le choix de l'iconographie. L'iconographie de la couverture, c'est une iconographie tout à fait ésotérique. Enfin, on a véritablement du mal à saisir d'emblée c'est quoi le sens de ces gros yeux qui s'affrontent les uns par rapport aux autres, avec 3 pierres à chaque fois au sol, des ballons chez Magritte, voilà, d'où ça sort. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, le choix a ensuite été fait, je ne sais pas à quel numéro, mais de ne plus mettre d'iconographie en couverture de Droit et Société. C'est quoi l'histoire pour continuer à avoir des indications? C'est quoi l'histoire c'est lui qui a fait la représentation. C'est Arnaud, et nous étions tous effondrés quand on a vu. Elle nous paraissait extrêmement sinistre. Voilà. Mais je pense que c'est le choix qu'il a fait. Il règle ses comptes aussi. Il continue à régler ses comptes avec un univers juridique conformiste, enfin qui perçoit comme conformiste, conservateur, etc. Je pense qu'il y a un côté, voilà. Et donc on a par gentillesse et alors c'est maintenu de 4 ou 5 numéros, je crois. Oui, je crois. Et puis il y a eu un coup d'État, on a modifié la couverture.
d'une façon où elle n'est pas... La deuxième version est... Elle fait un peu, comme je disais, c'est une maquettiste du centre de Vaucresson dont elle était directeur, fait un peu patronage, enfin, elle est très banale. Et puis on est entré dans on a professionnalisé, on a fait appel à un maquettiste de LGDJ pour avoir cette dernière version de la couverture. Mais là, oui, c'est Arnaud. Et Arnaud qui avait fait... alors, je ne le retrouve plus. Moi, je ne sais pas s'il est ici à la bibliothèque. Il y a un numéro 0, en fait, de la revue. Qui est un truc sans couverture cartonnée, où il y a ce choix d'iconographie. Donc, et alors, pour continuer à te tirer un peu les verres du nez sur l'origine de tout cela, le comité scientifique fondateur, avec ses noms gigantesques sur le plan scientifique, dans quelle mesure est-ce que il est intervenu sur ses premiers numéros quelle est l'histoire de ce comité scientifique-là oui, parce que ce sont des monstres qu'on y fait figurer. Très vite, c'est à la fois, comment dirais-je, je suis en guerre contre l'institution et je vais faire en sorte de retrouver la noblesse de l'institution et les attributs d'excellence de l'institution, de noblesse de l'institution. Et donc, il a eu constamment ces réflexes-là. Donc, c'est lui qui a pas un conseil scientifique, quoi. Alors, donc, il m'a obligé à aller voir Bourdieu pour lui demander d'être au conseil scientifique de la revue. Bourdieu, la revue, c'était un objet étrange. Enfin, mais comme il était gentil avec moi, il m'a dit bon, d'accord. Mais et donc, on a voilà, c'est un conseil scientifique c'est un attribut de statut. Et André-Jean Arnaud, dans à la fois la douleur, la souffrance que lui a provoqué, ce qu'il a conçu comme une exclusion de l'univers juridique universitaire, a toujours cherché comme ça à reconstituer, lui, des attributs d'excellence, d'honorabilité. Et un dernier, qui est tout à fait comme dans la même logique que le conseil scientifique, il prend la direction de l'Institut de Niati, dans les conditions, alors on est un peu au-delà, c'est une anecdote, mais bon, il se sépare de sa femme féministe maoïste, il dort dans sa voiture, il me téléphone, il me dit, il faut que tu mets le poste de directeur de Niati, parce qu'il y a un appartement de fonction. Donc, donc voilà, le côté marginal, et il prend la direction de Niati, il fait un travail fabuleux, comme l'a dit Treveste, comme les grands utopistes italiens, il conçoit l'institut comme l'institut du XVIIe siècle de savants. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une inauguration, il demande à tout, donc il invite le monde entier, et il demande aux collègues du monde entier de venir en toge. Et donc on a un truc incroyable. Arnaud, le marginal, le rebelle, etc., qui crée une cérémonie absolument fabuleuse avec des gens du monde entier qui étaient en toge, les Indiens, les Japonais, les Anglais avec la perruque, etc. Et l'inauguration avec un rituel basque mi-religieux, mi-nationaliste. Enfin voilà. D'où ça explique le conseil scientifique aussi. Bien, qui veut encore intervenir? Peut-être dans les intervenants encore, peut-être Pierre ou... Non, moi je voudrais dire deux petites choses à la fois sur l'anglais et puis sur la dimension disciplinaire. Moi j'ai dans mon propos, j'ai pas rendu hommage à André Jean où on a cité le nom de Michel Tropper, à qui je dois évidemment énormément de choses, et qui avait pris en charge, donc je crois, le premier numéro. Je ne sais pas si là aussi c'est un hasard. Je ne connais pas l'histoire. Michel Tropper. L'histoire du dossier de Dworkin. C'est une vieille amitié entre André et Jean. Ils étaient très amis. Très amis. Mais pourquoi avoir choisi, pour prolonger la question tout à l'heure, pourquoi avoir choisi le dossier de Dworkin? Est-ce que c'était parce que finalement c'était prêt? Est-ce que c'était parce que ça contraste en effet beaucoup dans la mesure où c'est à la fois un dossier très audacieux puisque d'abord Dworkin en 85 est quasiment inconnu en France. À ma connaissance, il n'y a aucun texte traduit à ce moment-là. Donc Michel prend en charge avec Françoise Michaud
la traduction de textes qui vont ensuite donner lieu à des publications importantes. Il devait y avoir des compositifs du côté de nos amis belges, non? Ouais, peut-être, effectivement, nos collègues belges devaient être plutôt favorables. Dworkin est très peu connu, il est très peu traduit, et les articles ne sont pas très tendres. On a quand même deux, trois articles qui sont assez critiques. Hein. Ce qui est d'ailleurs très intéressant parce que par la suite, comme je le disais, je ne vais pas me répéter, mais le fait est que ces articles ont été complètement passés sous silence et Dworkin est devenu une sorte d'autorité incontestable. Il jouit aussi d'ailleurs de ce statut aux États-Unis. Il y a très peu finalement de critiques de Dworkin, ou en tout cas ceux qui existent sont toujours marginalisés. Je reviens juste une seconde sur l'anglais. On a beaucoup dit qu'effectivement il nous manque l'anglais, ça c'est incontestable. On a quand même, il faut le dire, on accepte des textes en anglais. Ça. Oui, on est une revue. On a publié à plusieurs reprises. Et là aussi, très régulièrement. notre position est assez différente de beaucoup de revues françaises. Encore une fois, beaucoup de revues académiques françaises. Alors, je ne parle pas évidemment du domaine des sciences sociales en général, hein, mais en particulier pour des juristes, un très très grand nombre de revues pour les juristes sont encore très largement dominées par le français. Moi, je suis évidemment tout à fait favorable à une internationalisation de nos publications. Nous avons absolument besoin de publier en anglais. J'adorerais publier en espagnol ou en italien aussi. Je crois qu'en fait, notre réflexion, elle n'est plus à la question de savoir si nous devons. Nous savons que nous devons. Nous ne savons pas comment nous allons pouvoir finalement le faire. Et pour prolonger ce que disait Claire, effectivement, c'est une difficulté que nous avons tous quand nous devons écrire dans une autre langue. C'est que nous savons très bien que nous ne pouvons plus présenter les choses de la même façon. Je suis aussi, d'ailleurs, sans vouloir du tout jouer le rétrograde, moi, il m'arrive parfois d'être un peu lassé par la formatisation de notre discours universitaire. Je suis frappé par le fait que les standards anglo-saxons et très largement américains nous obligent tous maintenant à écrire de la même façon, à annoncer notre propos. Nous allons développer alors dans un premier temps, dans un deuxième temps, dans un troisième temps, dans un quatrième temps, et puis on doit respecter toute une série de codes que nous imposent finalement très largement les éditeurs, puisque eux-mêmes recopient les codes des autres éditeurs. Et je crois qu'une des réflexions que nous devons continuer à avoir, c'est quand même de garder la liberté, quand bien même nous accepterions disons, au moins le standard de la langue, tenter de garder cet esprit d'André Jean et cet esprit fondateur de la revue, qui est aussi un peu de liberté dans le ton et dans la forme. Il s'avère que je travaille un peu sur la question des styles judiciaires, donc ça m'intéresse aussi un peu de voir que cette uniformisation est en cours ailleurs que dans les revues académiques. Mais je serais très heureux qu'on arrive à associer en fait à la fois l'anglais et une forme, sinon française, au moins européenne, dans une façon peut-être de présenter les choses. Laurence, tu veux rajouter quelques mots? Non, pas nécessairement, enfin, si ce n'est que je suis sur la même position que Pierre, effectivement. C'est-à-dire que la question de l'internationalisation et de la publication en anglais, notamment, elle ne se pose plus sous la forme d'une question, mais bien sur comment concrètement on peut faire advenir cela, et effectivement, sans tomber dans une sorte de position un peu dogmatique sur on reprend les canons tels quels, de façon un peu, j'allais dire, bête et méchante, les canons des revues anglo-saxonnes dans lesquelles qu'on expérimente tous quand on y publie et dont on se rend bien compte que peut-être qu'il faut arriver à trouver les moyens de rendre notre pensée accessible et donc de trouver des vecteurs, des canaux, et la langue en est un, mais qu'en revanche, notamment ce que tu évoquais, les plans types, je trouve que ça, sur le plan de la pensée, c'est quand même quelque chose qui est un peu embarrassant, parfois, pas toujours, mais parfois. Et donc du coup, peut-être que là, effectivement, cette question de l'originalité, de la présentation, de la forme qui n'est pas que de la forme, qui est vraiment quelque chose qui conditionne ce que l'on peut dire en termes en termes scientifiques, est importante, et que là-dessus, il faut
effectivement qu'on avance, et avec aussi cette dimension, vous parliez les uns des autres de l'espagnol, de l'italien, je trouve qu'il y a effectivement aussi une dimension politique, voilà, à se poser la question, pas simplement de comment est-ce qu'on rentre dans le mainstream, comment est-ce qu'on arrive à imposer, à faire reconnaître notre façon de travailler en rentrant dans une logique qui est globalement dominée par le monde anglo-saxon, mais comment aussi, et je pense notamment à nos collègues belges, québécois, en Afrique, qui défendent une forme de francophonie, et pour qui, je veux dire, on ne peut pas non plus complètement d'un coup abandonner cette dimension politique de la langue. Et donc c'est un équilibre très subtil à trouver dans ces différentes façons de réfléchir une internationalisation qui, pour Droit et Société, paradoxalement était fondatrice au début, présente dès le début, mais qui aujourd'hui reste à reconstruire, à repenser sous une forme un petit peu différente. Peut-être Vincent ? Oui, j'interviens par rapport aux collections sur la même question. Moi, ce qui me frappe toujours un petit peu quand je regarde les livres en anglais, c'est qu'ils n'ont pas le même rapport au temps que il me semble, les nôtres. Donc, je pense par exemple aux Oxford Handbook ou même aux livres de Giddens sur la sociologie. Ils sont beaucoup plus actuels et je trouve beaucoup plus périssables que nos livres à nous. Ils sont beaucoup moins des manuels, etc. Et de ce point de vue-là, effectivement, il ne faut pas renoncer, à mon avis, à des qualités des livres francophones qui sont plus durables peut-être que des livres anglais qui sont vraiment souvent en tout cas, très très contemporains. Je pense par exemple au livre de Giddens sur la sociologie, qui m'étonne toujours quand je le regarde, qui est vraiment très quotidien, très quotidien, beaucoup à partir d'exemples quotidiens. Il me semble qu'aucun Français n'écrirait comme ça, à l'époque, peut-être aujourd'hui. Et ça a des qualités, ça a des limites aussi, il me semble. Donc il ne faudrait pas perdre nos qualités à nous, je trouve. Bien, on va conclure avec Jacques, et puis je ferai une annonce à la fin. Jacques ? Oui, moi, de façon plus générale, je vais insister sur un aspect sur lequel nous n'avons pas insisté, dont j'ai peu parlé. J'ai parlé de ces rapports entre droit et sciences sociales complexes, et avec une histoire, effectivement, une histoire des difficultés des relations entre les deux, et des équilibres entre les deux grandes, communautés intellectuelles. Ce qui est très frappant dans la revue, et ça tient sans doute au fait qu'elle a été d'une certaine façon indépendante des institutions, c'est l'esprit qui a toujours régné. Alors, qui a ses avantages, qui a sans doute des inconvénients. Ces avantages, c'est l'esprit, c'est toujours été un esprit de... on s'est un peu cherché entre juristes et sociologues et chercheurs de sciences sociales. Il y a une espèce de travail de découverte, d'observation des uns et des autres, mais très très marqué par la bienveillance, l'écoute, et on le voit très très bien dans le comité éditorial. C'est un comité international, avec des champs très très différents, de disciplines, d'institutions, de culture, mais il y a une vraie... et souvent... des réactions comme celle de Nathalie, de Géraldine, des secrétaires de rédaction successives sont très intéressantes. Elle dit que c'est un milieu incroyable, parce qu'il y a de la courtoisie, mais vraiment le sens très fort du terme. Et alors, ça a un inconvénient, probablement. C'est que ça nous conduit à perpétuer quelque chose qui est la difficulté à confronter vraiment et à souligner, à nommer les différences et ce qui pourrait être les irréductibilités. Et d'une certaine façon, on a vu ces stratégies d'évitement dans ces dossiers que tu évoquais sur les méthodes. Personne n'a osé attaquer l'autre, d'une certaine façon, parce qu'on les aime bien. Et c'est assez rigolo, c'est une sorte d'esprit très positif, une dimension humaine très forte, et qui en même temps ne nous conduit pas à engager véritablement une confrontation entre les disciplines. Et on l'a vu encore d'une certaine façon avec le séminaire du 30e anniversaire à Toulouse,
Parce que moi j'avais dit, voilà, on s'entend bien tous, alors allons-y, quoi. Quels sont nos différends? Ben non, chacun y a été poliment de ses stratégies d'évitement pour surtout ne pas heurter l'autre. C'est assez extraordinaire, ça, ce fonctionnement de la revue, avec, et peut-être que c'est des aspects qu'on évoque très peu quand on parle d'œuvres intellectuelles, etc. Hein. C'est la dimension humaine, quoi. Et comment elle joue, et elle joue là, curieusement aussi contre, je dirais, les intérêts du point de vue de la connaissance, quoi. Et je termine là-dessus. Je suis en train de vivre ça avec François Hauss, quoi. Je sors un livre qui s'appelle À quoi nous sert le droit, il sort un livre À quoi sert le droit, quoi. Et évidemment, tous les collègues s'excitent et nous demandent de nous confronter. Et on est tous les deux, on est en train d'avoir des stratégies d'évitement pour éviter à tout prix qu'on soit clame partout. Mais on est très très complémentaires, on ne parle pas de la même chose. Moi, je suis sur le registre éthique, etc. Et là, je crois que c'est assez curieux parce qu'on va être obligé de. Je crois qu'on va pas. On est déjà trois confrontations de prévues. Je ne sais pas comment je vais gérer ça, mais ça nous met. On est à contre-courant de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent dans la revue Droit et Société et de ce qu'ont été notamment mes rapports avec Françoise depuis très longtemps. Voilà. Bon, merci Jacques et merci à toute l'équipe de Droit et Société. Donc juste une petite annonce, la prochaine séance qui aura lieu le 24 février sera présentée par Camille Dupuis, notre collègue sociologue, autour de son ouvrage qui est paru au PUR, au Presse universitaire de Rennes l'année dernière. Les journalistes sont-ils des salariés comme les autres? Voilà. Sur cette interrogation, je vous remercie. Je crois qu'on peut clore la séance. Merci. Merci de l'accueil des petits déjeuners de Pierre. Merci.